On parle peu des gens qui restent, de celles et ceux qui se suspendent à une absence, à un vide. On dit souvent que le deuil, c'est le prix à payer pour avoir aimé. Les gens qui restent retiennent leur souffle des semaines, des mois, des années, tout en oubliant parfois que leur cœur bat et que vivre, c'est accepter la possibilité de la perte. J'ai voulu vous raconter les gens qui restent, leurs amours, leurs amitiés en filigrane, les rencontres qui ont marqué leur vie à tout jamais. Je suis Lucille Bélan, vous écoutez Les gens qui restent, un podcast Slate.fr. Les deuils impossibles. Ceux où l'on reste bloqué sur l'incompréhension de la situation. Ceux où il semble y avoir un sens caché qui nous échappe toujours. Ceux qui nous obligent à écrire une histoire qui, par hasard, est souvent à notre désavantage. Quand j'étais adolescente, j'étais obsédée par un roman appelé « La mort de Monsieur Ange », qui racontait la quête d'un jeune garçon pour comprendre le suicide de son professeur. C'est aussi le thème d'un autre roman qui a marqué cette même période de ma vie. Notre prison est un royaume, de Gilbert Cesbron. Un élève de lycée se réjouit de retrouver sa bande de copains à la rentrée, avant d'apprendre que l'un d'eux s'est suicidé. Incapable d'accepter le geste de son ami, l'adolescent décide d'enquêter pour découvrir le sens de son suicide, et peut-être un coupable pour alléger la violence de l'absence. On veut mettre du sens là où il y en a parfois pas. Ce sont aussi des deuils impossibles. Ceux pour lesquels on ne saura jamais tout à fait le pourquoi. Dans les deuils impossibles, il y a aussi la disparition. Un jour, on a un ami, un amant, un fils vivant. On peut le joindre par téléphone ou aller boire des cafés avec lui, et puis le lendemain, il est introuvable. Sa trace est perdue, et personne ne l'a plus jamais vu. Ni les autorités, ni les témoins ne semblent avoir de réponse, et puis les années passent. Pour moi, le deuil impossible, c'est celui de l'enquête qui n'aura jamais de fin. On y ressent évidemment les sentiments que traversent toutes les personnes qui vivent un deuil, mais s'ajoute aussi une quête obsessionnelle de la vérité. On veut comprendre. Alors on cherche inlassablement. Le deuil impossible est une question qui reste en suspens et prend toute la place. Le 30 janvier 1997, Nacera Dutour reçoit un appel de son frère. Il lui annonce qu'Amine, son deuxième fils de 21 ans, a disparu. Il a été vu pour la dernière fois à Baraki, en Algérie. Emmené à l'issue d'un contrôle d'identité par 3 hommes en costume-cravate, dont on ne saura jamais s'ils étaient des agents du département algérien du renseignement et de la sécurité, ou des officiers de police. C'est mon frère qui a téléphoné ce jour-là, pour dire que Amine a disparu, quoi. Je sais pas ce qu'il a dit exactement, je suis incapable de rappeler les mots exactement, mais tout ce que je sais, c'est qu'Amine a disparu. Ça faisait 2 jours qu'il était à sa recherche et il n'avait pas voulu nous informer pour pas nous affoler, mais au bout de 2 jours, quand il a vu que ses recherches étaient vaines, il nous a appelés pour nous prévenir, pour nous informer de cela. C'était en plein Ramadan. On venait de manger, on mangeait tout à l'époque à 17h30 je crois, pour casser le jeûne. Et j'étais en train de faire ma vaisselle et puis le téléphone a sonné et du fond de ma cuisine j'entendais ma mère qui parlait au téléphone et je sais pas ce qui se passait. J'avais compris qu'il se passait quelque chose de grave. Donc j'ai pris mon torchon, je me suis les mains, je suis sortie de ma cuisine. Mon fils aîné est sorti de l'autre côté, du côté de sa chambre. Et on s'est arrêté juste derrière ma mère et il me disait, il m'a pris par l'épaule et il me disait n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, mais moi j'entendais plus rien. Nacera Dutour est en France et sa famille en Algérie lui assure que tout est fait pour retrouver son fils. Au bout de 2 mois, elle décide de se rendre sur place pour mener l'enquête elle-même. Cela durera plus de 6 mois, sans succès. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, j'ai pris un billet. Je suis allée d'abord la veille faire des courses, je lui ai acheté plein de vêtements. J'ai rempli une valise de vêtements parce qu'il faisait froid et je me suis dit qu'il va avoir besoin de vêtements chauds et des chaussures chaudes et tout. Et j'ai rempli une valise et j'ai pris un billet, je suis partie. On a commencé par interroger ses copains parce qu'il avait rendez-vous avec ses copains.
Enfin, mes frères avaient déjà interrogé ses copains et ils nous ont expliqué qu'il était descendu en bas de l'immeuble, qu'ils avaient papoté un petit peu et puis comme c'était le Ramadan, lui il avait loué des cassettes vidéo pour regarder des films pour sa soirée Ramadan et donc il a décidé d'aller changer ses cassettes vidéo. Et en même temps, ils avaient décidé apparemment d'aller au marché pour acheter des petites sucreries pour la soirée, pour passer la soirée quoi ensemble. Et comme à l'époque c'était la lutte antiterroriste, tous les jeunes étaient ciblés, hein, tout le monde était considéré comme terroriste ou complice, toute la population. Hein. Et donc les jeunes étaient contrôlés à chaque coin de rue. Et donc ils sont remontés tous les trois, chacun de son côté, de leur côté, pour aller chercher leur pièce d'identité. Et d'ailleurs, ma tante qui habite au-dessus de chez ma mère, elle l'a rencontré dans les escaliers. Elle était derrière lui et puis en plaisantant, elle lui dit « Oh les mains !» Et il a levé les mains et il dit « Oui, justement, j'allais chercher ma pièce d'identité. » Elle a plaisanté. Et puis ma cousine m'a dit « Oui, il a pris sa pièce d'identité, il est redescendu. » Et puis ses copains disent que quand ils sont descendus ils l'ont attendu. Après, ils ont appelé d'en bas par la fenêtre et tout ça. Mais pas d'Amine. Plus d'Amine. Ça fait 24 ans maintenant. Quand elle rentre en France, Nacera Dutour est épuisée, et sous le choc de ces découvertes qui ne la rapprochent cependant pas de son fils. Je suis revenue sur les genoux. Hein. Je suis revenue démoralisée complètement. Pas seulement les informations qui diffèrent d'une information à l'autre, des choses comme ça. Heureusement que j'avais le soutien d'Amnesty International. Elle m'appelait, la chercheuse à Londres m'a appelé régulièrement. Elle me donnait des pistes et tout ça. Elle connaissait l'Algérie mieux que moi. Ça me remontait un peu le moral, mais de l'autre côté, mais du côté algérien, c'était horrible ce que je pouvais entendre. Oui, bien sûr, on torture. Ah, oui, bien sûr qu'on torture. Et pourquoi vous torturez? Ben, on torture parce qu'il faut bien avoir des aveux. Hein, il faut bien qu'ils avouent. Ben oui, mais s'ils ont rien à avouer, il m'a dit, ça c'est un policier, hein, de la brigade antiterroriste. Il me dit, comment ça, ils ont tous quelque chose à avouer, mais d'une façon sèche. Ils ont tous quelque chose à avouer. Hein, bon, je lui dis que c'est qui les torture, c'est vous. Ah non, c'est pas moi. On a des spécialistes, on a des cuisiniers qui sont formés et tout, et du matériel importé pour faire parler les gens. Et je lui dis, après, une fois qu'ils sont torturés, qu'est-ce que vous faites? Ah, il dit, moi, mon rôle, 48 heures après, je vais voir s'il a avoué. S'il a pas avoué, j'écris une lettre au ministère et le ministère me dit s'il doit, soit il doit être présent à la justice, d'après les informations qu'on a, les aveux qu'on a arrachés, soit il doit être présent à la justice, soit il doit être, irqtel en algérien, c'est il doit être tué, quoi. Carrément. Des choses comme ça que j'ai entendues tout au long de mon parcours. Ça dépassait l'entendement. J'en suis revenue, mais c'est quoi cette Algérie que je découvre là? Je connaissais pas cette Algérie. C'est jeune, c'est jeune parce que c'est des jeunes. Pas tous, hein, les commissaires étaient quand même d'un âge un peu plus avancé, mais les policiers, les brigadiers de police, les officiers de police, tout ça, c'était des jeunes personnes. Elle se rend compte aussi que son drame ne touche pas de la même manière tous ses proches. Presque tous mes amis ont tourné le dos. Presque tous. Je dirais pas tous, mais presque tous m'ont tourné le dos. Tourner le dos, carrément non. Ils voulaient rester mes amis, mais on ne devait pas parler d'Amine. Et voilà, ils baissaient les yeux. À chaque fois qu'on parlait d'Amine, moi j'allais les voir pour qu'ils m'aident à retrouver mon fils, mais ça baissait les yeux, ça détournait la conversation et tout ça. Et puis plus tard, j'ai compris, quoi. Parce que s'il a été enlevé, c'est qu'il a fait quelque chose. Donc, ça fait quelque chose. Bon, mais, voilà, je sais pas s'il pense comme ça qu'il le mérite ou je sais pas. Mais en tout cas, ça détournait tout de suite le regard. Depuis 24 ans, elle rêve régulièrement d'Amine. Quand je suis revenue d'Algérie, les 6 mois et demi après, là, j'ai sombré dans la dépression. Donc je suis allée voir chez le médecin. Bien sûr, comme tous les médecins, ils m'ont rempli un gros sac de médicaments d'antidépresseurs. Donc je passais mon temps à dormir et puis je voulais pas me lever. De toute façon, je voulais pas me lever. Je voulais rester dans le noir, je voulais pas. J'ai décroché le téléphone, j'avais le téléphone dans ma chambre et le téléphone dans le salon. J'ai décroché le téléphone et je voulais plus rien entendre, je voulais pas me lever de toute façon. Et puis il y a cette fameuse nuit dans mon rêve, il vient, il me crie dessus, maman, maman, maman. Et je me réveille. Dans le rêve, je me réveille, mais je sais pas dans la réalité. Dans le rêve, je me réveille, je dormais. Dans le rêve, je me réveille
Et je le vois en face de moi, là, comme ça. Je me rappelle encore du rêve. Il avait une chemise bleue, un jean. Et il me dit, maman, je suis là. Je suis là, je te dis que je suis là. Et je le voyais en chair et en os, quoi, en face de moi, quoi. Là. Et puis j'essayais de l'attraper, mais mes mains étaient dans le vide, comme ça. Il était là devant moi, mais mes mains étaient dans le vide. Mais tu es où? Mais tu es où? Je te cherche partout, tu es où? Il me dit, mais je suis là, je te dis que je suis là. Il me criait dessus, je suis là. Et puis je me suis réveillée comme ça. Je suis sursautée. J'étais mal. Ah, j'étais mal. Donc j'ai pris, je me suis levée, il devait être 5 heures du matin, comme ça. J'ai pris le sac de médicaments, je l'ai foutu à la poubelle. J'ai pris ma douche, je suis allée prendre un café et il faut que je c'est un signe, il est là. Il faut que je me lève, il faut que je continue, il faut pas que j'arrête. Et après, ça a toujours été comme ça. Des fois, je rêve de lui quand il était tout petit, avec ses cheveux tout bouclés, des fois grand, des fois, ça dépend. Et quand je rêve de lui, je suis malade. Je me lève le matin, je suis mal. Voilà, c'est ça. J'ai fait une conférence il y a 15 jours, ce que j'ai dit, parce que moi je prépare toujours un papier, mais après j'oublie de le lire. Et ça vient tout seul. Et j'ai dit, même si ça fait 24 ans, on peut pas oublier, c'est pas vrai. On peut pas. Et quand bien même on voudrait oublier, ils sont là pour nous dire on est là. Ils sont là pour nous réveiller, ils sont là sur nos épaules. Et nos épaules nous font mal parce que ça fait un poids, les années qui s'entassent les unes sur les autres. Là, j'ai toujours mal aux épaules, j'ai beau voir l'ostéopathe, j'ai beau prendre du Doliprane, j'ai toujours mal aux épaules, mais c'est pas grave, je sens qu'il est là sur mes épaules et que je le porte et qu'il est toujours avec moi. Et même là, ils veulent pas nous laisser tranquilles, même si on veut oublier, même si on veut faire le deuil, même si, ils sont là pour nous dire, maman, je suis là. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Présidente et porte-parole du CFDA, collectif des familles des disparus en Algérie, Nacera Dutour veut retrouver son fils, comprendre ce qui lui est arrivé, mais aussi sensibiliser l'opinion publique algérienne sur les agissements des autorités à l'époque et la souffrance des familles de disparus. Malgré les difficultés, elle tient à son engagement. Ah, c'est ma vie. C'est devenu ma vie. J'ai eu il y a quelques années des difficultés financières et d'ailleurs ça s'est répercuté sur plein de dettes qu'on a encore aujourd'hui à payer. Je me débrouille comme je peux pour le faire, pour régler tout ça, mais je souffre. Je souffre, mais tout le monde me conseillait, dissout l'association, mes camarades en France, les avocats que j'avais été voir et tout. Non, jamais. Je préfère mourir. Je préfère y laisser ma vie. Non, je pourrais pas. Je peux pas les laisser tomber comme ça, non. Je peux pas. C'est ce qui me tient, oui. Ce qui me tient, c'est ce côté d'injustice, quoi. Ce côté de. J'ai toujours eu un côté révolté chez moi. Mon frère est artiste peintre. Il a fait un tableau qu'il a appelé La Révoltée, qu'il m'a offert. Et j'ai toujours été, depuis mon très jeune âge, je n'ai jamais supporté les injustices. D'ailleurs, mon père voulait que je sois avocate. Et moi, je voulais être physicienne, chercheuse. J'adorais ça. Il voulait que je sois avocate. Et plus tard, quand j'ai repris des études, j'ai passé mon équivalence au bac. J'ai décidé d'être avocate. Et c'est arrivé en même temps que la disparition de mon fils, donc j'ai décidé d'être avocate, mais j'ai jamais pu continuer. J'ai eu mon équivalence au bac, j'avais 42 ans. Et j'ai entamé une année de droit, et puis j'ai pas pu. Avec l'association, je pouvais plus. J'étais toujours appelée à prendre ma valise, à aller témoigner par-ci, par-là, dans le monde entier. J'ai pas pu. Mais bon, j'en connais aujourd'hui sur le droit autant qu'un avocat, autant qu'un juriste, autant que... Je passe ma vie dans ça, donc... Pendant toutes ces années, elle imagine tous les scénarios possibles. Pendant certains moments, quand j'entendais les témoignages de torture, parce que j'ai pris beaucoup de témoignages de torture, je pensais toujours à lui. Dès que j'entendais des témoignages de torture, c'est lui, comme si c'était de lui qu'on parlait. Et j'étais dans ma tête, je me disais, j'espère qu'il est mort, j'espère qu'il est mort, j'espère qu'il est mort, j'espère qu'il est mort. J'espère qu'il est mort. À chaque fois, je me disais ça. J'espère qu'il a pas souffert. J'espère qu'il est mort tout de suite. J'espère. Eh oui. Mais après, un jour, j'ai fait une conférence.
C'était en 2000, une grosse conférence. Enfin, c'est pas moi qui l'ai organisée toute seule, c'est avec la FIDH, Amnesty et tout ça, sur les disparus dans la région euroméditerranéenne. C'est comme ça que j'ai créé après la Fédération euroméditerranéenne. Et donc, j'étais appelée à témoigner comme je le fais tout le temps. Et pendant la pause, il y a un gars qui vient, un homme, un grand et tout, qui vient, qui me prend dans ses bras comme ça et qui se met à pleurer. Il voulait plus me lâcher. Et je comprenais pas ce qu'il avait. Moi, je savais pas qui c'était, ce bonhomme. Et après, il me dit, je suis désolée, je m'excuse. Moi, j'avais honte, quoi. Tout le monde qui nous regardait, là, comme ça se fait. Et puis, il me dit, je suis désolée, mais tu m'as fait pleurer tout le long que je t'ai entendu. J'avais l'impression d'entendre ma mère quand elle me cherchait. Ah oui, pourquoi? Et il me dit, là, j'étais disparue au Maroc pendant 9 ans. Et je sais que ma mère, elle m'a cherché longtemps, pendant 4 ans, je crois. Et un jour, les autorités marocaines lui ont dit qu'il était mort. Ils ont même fait le repas funèbre. Ils ont fait le repas funèbre, la veillée funèbre et tout ça et tout. Et pour eux, c'était fini, quoi. Ils ont dit qu'il était mort, il était mort. Et puis 9 ans plus tard, il vient frapper à la porte et il me dit, quand je t'ai entendu parler, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ma mère et j'ai pas arrêté de pleurer tout le long que tu parlais. Et là, je me suis dit, merde, je lui dis, mais je sais pas qu'est-ce que je lui dis, je me rappelle plus, mais d'un coup, j'ai senti un remords qui m'a frappé, mais alors qui m'a foudroyé même, en me disant, merde, mon fils, il est peut-être vivant et peut-être que moi, je lui ai souhaité la mort et peut-être qu'il a envie de vivre comme celui-là. Il a bien survécu celui-là, il vit là et maintenant il est retourné au Maroc, ce garçon. J'ai eu un remords, mais alors ça m'a fait mal. Tout d'un coup, j'ai eu du mal à finir la conférence. C'est ça la vie d'une mère de disparue. Dans son deuil impossible, Nacera Dutour a fermé la porte à la joie, comme elle la vivait auparavant. Je n'aime plus les mariages, à part les mariages de famille, j'y vais plus. Les soirées entre copains, copines, comme ça, ça va, on oublie un petit peu, on rigole un peu, on oublie, on parle d'autre chose. Mais les soirées où on parle quand même de l'Algérie, on parle des droits de l'homme en Algérie, mais entre deux, on rigole aussi. Voilà, des fois, quand je vais chez une copine, elle adore faire des soirées, donc elle met un peu de musique, on danse, mais sinon, à part ça, j'allais dans des trucs où il y a beaucoup, beaucoup de monde, où c'est de brouhaha de partout, du bruit, trucs, je supporte plus. Je préfère rester chez moi tranquille, à travailler sur mon ordinateur et à réfléchir qu'est-ce que je vais faire demain, par quoi je vais commencer, et qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre comme idée, qu'est-ce que je pourrais d'autre pour titiller les autorités algériennes, tout ça, ça me fait plaisir quand je les titille. Ça fait 24 ans qu'Amine a disparu. Nacera Dutour n'a pas perdu l'espoir de le retrouver. Pour moi, il est encore vivant. Même si je me dis qu'après 24 ans, dans quel état il doit être, mais j'arrive pas, moi, à me mettre dans la tête que mon fils est mort. Bien que le président Bouteflika, à l'époque, quand il est arrivé au pouvoir, il nous a dit que tout le monde est mort, le passé est mort, tout le monde est mort, plus personne, les disparus sont pas dans mes poches, je vais pas les ressusciter, et tout. S'ils sont morts, vous donnez les corps. Donnez-nous les corps. Et depuis, on se bat pour retrouver les corps s'ils sont morts. Bien que dans ma tête, mon fils est vivant et qu'il va venir frapper à cette foutue porte, mais je l'attends encore. Dans quel état, je sais pas, mais je l'attends encore. Dans un article du site BFM publié en 2017, Gwenaëlle Buzer témoigne de son travail en tant que psychologue clinicienne au sein de l'antenne Enfants disparus du CFPE, Centre français de protection de l'enfance. Elle explique l'état de sidération dans lequel entrent les parents d'enfants disparus. Parce qu'ils n'arrivent plus à penser totalement par eux-mêmes et sont focalisés sur la recherche, ils ne sont pas en état de demander de l'aide à un ou une psychologue. L'aide psychologique intervient dans un second temps. Je cite : « Quand la disparition commence à s'ancrer dans le temps, ils cherchent de l'aide à l'extérieur. L'impact du traumatisme commence à s'étioler et ils entrent dans une attente. Ils sont dans un non-savoir. Ils ne savent pas où est leur enfant ou dans quel état psychique et physique il se trouve. Donc ils se retrouvent face à une palette de possibilités. Tout est imaginable
et même le pire. Gwenaëlle Buzer explique en quoi le deuil est impossible dans le cas de disparition longue. Je cite : « Les parents peuvent réagir de 2 manières. Certains s'effondrent, tombent dans la dépression. Le parent se retrouve vidé, fatigué, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, pris dans les angoisses et la culpabilité. Et d'autres parents prennent le contre-pied, plongent dans l'action. Ils s'investissent dans les recherches, avec les médias, les autorités. Ils sont dans l'agitation, pour essayer de tout soulever, afin de ne pas penser et de ne pas tomber dans la dépression qui est latente. » Fin de la citation. Pour tous, la mémoire de leur enfant est capitale. La psychologue essaye de garder le contact avec les familles sur la longueur. Les parents sont invités aussi à rejoindre des groupes de parole quand en parler avec des proches est difficile. Dans ces groupes de parole, se mélangent parents d'enfants qui viennent de disparaître et parents dont l'enfant a été retrouvé. Les médias ont beaucoup parlé de ce qui a été appelé l'affaire Alexia Daval. Une jeune femme est portée disparue alors qu'elle était censée aller courir en forêt. 2 jours plus tard, son corps est retrouvé brûlé. Son époux, Jonathan Daval, mettra des mois à reconnaître le crime. Alexia est décédée de ses mains dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. Ses parents, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, aidés de Thomas Chagnot, signeront en 2021 le livre Alexia, notre fille, pour partager leur peine et raconter leur version de l'histoire. Depuis, notre vie s'est arrêtée net, brutalement, comme ça, dans le drame. Nous ne vivons plus. Nous savons juste qu'un jour nous la retrouverons, que la vie est désormais pour nous une parenthèse, une simple parenthèse qui inévitablement se refermera. Et c'est ce qui nous fait tenir, car un jour, nous aussi nous mourrons et nous la rejoindrons. Au moment du drame, Isabelle Fouillot et son mari tiennent un bar-restaurant. Isabelle Fouillot relate les difficultés à reprendre le chemin du travail et à se confronter à la clientèle. Si je m'étais écoutée, je ne serais jamais revenue. Il était trop difficile pour moi de recommencer comme si de rien n'était. Trop difficile de sourire, de dire bonjour, de préparer les menus, de cuisiner chaque jour pour 40 personnes qui, très vite, sont devenues plus de 60. Certains clients venaient pour mon omelette, qui avait fait la renommée du restaurant, mais je savais bien que d'autres se déplaçaient désormais pour une raison bien différente. Ils étaient attirés par ce que nous vivions et venaient nous voir comme si nous étions des bêtes curieuses. Les 2 parents qui s'aiment tendrement depuis le premier jour avaient toujours rêvé d'une belle histoire d'amour pour leur fille. L'issue du mariage d'Alexia les a rendus incapables de se rendre à un mariage. Jean-Pierre Fouillot raconte la souffrance qu'il ressent à entendre un couple se jurer fidélité et protection. Un sentiment partagé par son épouse. Depuis la mort d'Alexia, pour Jean-Pierre comme pour moi, chaque mariage est un supplice. Pouvoir marier ma fille avait été un si beau cadeau. En plus de la souffrance d'avoir perdu une fille, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot doivent vivre avec l'incompréhension du geste de leur beau-fils, qui a refusé jusqu'au bout de s'exprimer sur ses raisons. Le procureur reconnaît 2 hypothèses valables pour le geste de Jonathan Daval, reprises dans son réquisitoire. La difficulté aujourd'hui est qu'aucune n'a été formellement validée par le juge ou les jurés. Nous savons que Jonathan a tué notre fille, mais nous ne savons toujours pas pourquoi, et nous ne le saurons certainement jamais. Nous devons vivre sans vérité. C'est insupportable. Car l'une chasse l'autre, elles se superposent, s'accumulent, s'additionnent et s'annulent. Souvent, j'ai l'impression d'être perdue, de ne plus rien savoir, de ne plus rien comprendre. Alors je me rattache à mes souvenirs qui parfois s'embrouillent et se mélangent pour tenter une nouvelle fois de tirer le fil de la vérité. Nous en avons tellement besoin. Le deuil impossible est une prison. Il nous empêche de tourner la page, de continuer notre vie. Il enferme le quotidien dans un temps précis, le moment de la perte. Il nous enferme en nous, à chercher les réponses que le monde semble incapable de nous donner. C'est difficile d'accepter qu'il y a des événements incompréhensibles, arbitraires, ou dont une personne aimée puisse être la victime, alors que ça aurait pu être le voisin ou la voisine. C'est quasiment impossible d'accepter qu'on nous refuse l'information qui pourrait nous soulager. Parce que la question qui change tout, c'est pourquoi. Pourquoi lui ou elle ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce geste ? Pourquoi avoir menti ou caché la vérité ? La réponse à ce pourquoi, elle change tout. Mais elle est souvent conditionnée au bon vouloir de personnes qui, elles, ont tourné la page.
Et accepter que notre pourquoi n'ait jamais de réponse, c'est avoir l'impression qu'on laisse s'envoler le souvenir de la personne qui manque. Parce que tout le monde mérite la vérité. Tout le monde mérite d'avoir une histoire et qu'on puisse continuer à la raconter, même bien après la disparition. Vous venez d'écouter Les gens qui restent, un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale et réalisation, Benjamin Septem-Ours. Montage et prise de son, Victor Benamou. La musique est signée Arnaud Denzler. L'illustration est signée Chien Fou. Le prochain épisode portera sur une autre forme de deuil. Si vous faites face à un deuil et avez besoin d'en parler, vous pouvez contacter l'association Empreinte, EMPREINTES.